Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir une nouvelle fois pour le podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial dans notre sport, c'est l'Ironman et notamment le label Ironman, en particulier l'épreuve qui se déroule à Nice et vous allez bientôt comprendre pourquoi. En tout cas, je suis très heureux de tendre le micro à Monsieur Laurent, de nom de famille, Nicolas de prénom. Salut Nicolas. Salut Hermano, merci beaucoup de m'inviter et de me recevoir sur le podcast. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bon, on vient de parler 5 minutes en off, enfin je viens de parler, de te défoncer les oreilles pendant 9 minutes à peu près pour t'expliquer un peu comment ça allait se passer, etc. Mais c'était pas enregistré, donc je te propose de faire une petite mise en situation pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui. On va se parler notamment parce que tu es un triathlète, un pratiquant, tu as un bel objectif pour cette année, mais également parce que de l'autre côté, tu interviens chez un nouveau partenaire du groupe Ironman, en particulier en France, et tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Nicolas Laurent ? Alors qui est Nicolas Laurent ? Je suis né 98, donc ça commence à faire mon premier coup de vieux. J'ai maintenant l'âge canonique de 27 ans. Attends, tu parles de coup de vieux ? Alors je vais te dire, tu as l'âge exact de mon premier enfant. Donc voilà, maintenant d'accord. Tu peux dire merci papy. Voilà, je te laisse continuer. Je suis né, j'ai grandi à Marseille, où j'ai passé une grande partie de ma vie, et puis ensuite je suis venu à Paris pour le travail, notamment pour rejoindre la boîte Ramify, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. J'ai rejoint il y a à peu près 4 ans, donc quasiment au début de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a bien grandi, bien évolué jusqu'à justement le dernier projet en date, qui est le sponsoring de l'Ironman de Nice, au titre de title partner, comme ça s'appelle. C'est-à-dire que la prochaine course s'appellera le Ramify Ironman de Nice. On aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, et côté perso, beaucoup de sport, beaucoup de triathlon surtout, ce qui du coup, par définition, laisse peu de place aux autres sports. Surtout quand on prépare l'épreuve sur la distance, full distance, comme tu dois le savoir aussi. Effectivement, j'ai vu en te contactant que tu faisais partie des 4-5 égéries qui vont porter les couleurs de Ramify sur cette épreuve. L'une d'entre elles qui est Marjolaine Pierret, je l'avais déjà reçue sur un autre podcast à l'époque où n'était pas encore en pause le podcast dans les vestiaires. On s'était un petit peu attardé sur ce que c'était que la vie de triathlète professionnel et comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportive de haut niveau. On avait échangé pendant presque 1 heure et c'était un épisode assez intéressant, donc ça m'a fait plaisir aussi de voir qu'elle faisait partie de ces égéries à tes côtés. Pour revenir justement à toi, avant d'aborder le sujet Ironman et avant d'aborder le sujet Ramify et Ironman et Ramify Ironman de Nice, toi, ta rencontre avec le sport, elle commence quand et elle se passe comment ? Alors, je pense quelque chose d'assez classique pour beaucoup de gens. Quand j'étais enfant, probablement primaire, mes parents m'inscrivaient un peu tous les ans à une activité. Donc je pense que j'ai à peu près tout essayé quand j'étais enfant, du judo au tennis, au sport collectif. Je crois même avoir fait une année de trampoline. Donc j'ai à peu près tout essayé.
adolescence assez classique où je fais du sport mais de manière très récréative, un peu plus sérieux au lycée où je fais beaucoup de volley avec une équipe. On joue au volley à 4 et ça se passe assez bien. On fait des compétitions, on arrive jusqu'en championnat. Je crois qu'on gagne les championnats départementaux. On passe en régional et puis là fin de carrière, puisqu'en fait dès qu'on passe en régional on joue contre Cannes de mémoire, et à Cannes, si je dis pas de bêtises, c'est le pôle espoir France du volley. Donc autant dire qu'on tombe sur des types qui nous mettent une distance assez remarquable. C'était ma première rencontre avec des gens qui savent vraiment jouer. Je me suis dit les gens qui sont forts en fait ils sont vraiment très très forts. Ce qui m'a un peu mis un frein. Ensuite j'ai commencé des études. J'ai fait des études d'informatique. C'était assez prenant, j'ai plus du tout fait de sport pendant quasiment 5 ans. Je faisais vraiment que étudier. Et j'ai repris finalement quand j'ai commencé là chez Ramify. On est une équipe de gros sportifs. Pour l'anecdote, hier j'étais à la piscine avec un ami et collègue chez Ramify. On rentre en vélo, il est 22h et je croise par hasard 2 autres personnes de la boîte en train de faire leur footing. Donc on incarne vraiment bien une vraie sacrée team de sportifs. Et c'est donc là où ça a repris. Ouais, mais sympa. Tu me diras, ça doit être top de faire du sport et de bosser dans une ambiance comme ça. On pourra peut-être y revenir, notamment sur le naming de l'Ironman de Nice, puisque c'est comme ça qu'on dit title partner, ok, mais naming, ça parle quand même beaucoup plus, notamment quand on parle des stades. Je pense qu'effectivement, le sport apporte beaucoup de choses dans le milieu de l'entreprise, et inversement, dans le milieu de l'entreprise, voire le milieu de l'entrepreneuriat, peut apporter aussi beaucoup de choses dans le sport ou pour les sportifs et les sportifs de haut niveau. Donc toi, tu as repris, en gros, il y a 4 ans le sport ? Ouais, c'est ça. Tu courais déjà ? Tu roulais déjà ? Tu nageais déjà ? J'ai commencé par la course. Mon premier dossard, en fait, c'était le marathon de Paris. Donc j'ai commencé un peu à courir et comme on aime bien voir les choses en grand, première course marathon, ce qui était probablement pas une très bonne idée, mais pourquoi pas. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai aimé tout de suite. Et puis ensuite, la question qui arrive après, tout le monde me disait et alors après le marathon, tu vas faire quoi ? C'est vrai que quand on se met un objectif aussi ambitieux et qu'on y travaille, il y a un peu l'euphorie jusqu'au jour de la course, et puis après il y a une redescente après. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre ? Puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et donc la réponse que j'ai trouvée, c'était le triathlon, et donc je me suis mis au vélo et à la natte après. Ça se passe comment, ce passage de la course à pied, en particulier le marathon, à la découverte des autres sports, même si en marseillais, normalement, tu découvres pas vraiment la nage, peut-être la nage technique, mais j'imagine que tu savais déjà nager. Le vélo, on sait tous plus ou moins faire du vélo, donc c'est pas tout à fait une découverte. En revanche, c'est une découverte au niveau sportif et au niveau technique, au niveau peut-être de la recherche de la performance. Donc cette découverte-là, chez toi, elle se passe comment ? Effectivement, je perds un peu mes repères. Alors oui, j'ai toujours nagé depuis tout petit, mais jamais le crawl par exemple. Donc je me rends compte que en fait je suis incapable de faire 50 mètres, que je suis obligé d'arrêter et de m'accrocher à la ligne au milieu des longueurs parce que je me noie. Que je fais du vélo, et en fait déjà pour les Parisiens, ils connaîtront déjà aller jusqu'à Longchamp, faire un tour et revenir, en fait je suis déjà épuisé. Ça rend humble, c'est-à-dire que j'ai fait quelques courses en course à pied où je fais des chronos quand même respectables, et je me rends compte que je recommence à zéro, c'est un autre sport, et que si j'arrive à faire le marathon de Paris, le semi de Paris, et que je suis content de mes perfs, en fait le triathlon ça va être encore un autre sujet, et il va falloir mettre encore plus de travail. Bon, là, tu as 23 ans, si je compte bien, parce que 27 moins 4, on doit être pas loin de 23. Il se passe quoi quand on commence à... Alors, le vélo, non, mais quand on apprend à nager, techniquement parlant, quand on est adulte, parce que 23 ans, ça y est, c'est bon. Même si nous, les garçons, les hommes, on devient des vrais hommes beaucoup plus tard. Mais quand on apprend à nager à 23 ans, ça se passe comment ? Déjà, c'est
moi j'adore le fait de recommencer à apprendre, de redevenir débutant. Je trouve ça c'est un super challenge. Discuter de ça d'ailleurs avec Yacine qui est une des personnes qui participe à la course, qui est coach, et il me disait moi j'adore, je recommence et je suis pas bon dans les bassins, et les gens ils me voient, ils voient tellement que je suis en galère qu'ils se permettent de me donner des conseils, puis on sympathise et ils me disent tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah, je suis coach de sport. Et, ah bon? Non mais pas coach en natation. Et ouais, il y a un peu ce truc de recommencer, tout redécouvrir, tout réapprendre. En réalité, je pense que c'est pour ça qu'on fait beaucoup des choses qu'on fait. C'est pour ce plaisir de progresser, d'apprendre. C'est génial. Il te faut combien de temps pour commencer à nager proprement en crawl? Tu te dis que quand tu commences, tu sais pas encore nager le crawl. Donc pour faire une séance de 1500, 2000 mètres avec une séance structurée, avec du 2, 3, 4 nages, mais principalement en crawl, il t'a fallu combien de temps d'entraînement? À un moment quand même. Je pense que mes premières séances, si je faisais 600 mètres, c'était une grosse séance. Et après, je m'étais dit bon, je vais y aller étape par étape. Je vais rajouter 100 mètres toutes les semaines. Et puis j'y allais, donc faut compter quoi, 600, puis 700, puis 800, puis donc quand même quelques mois avant de faire une séance à 1500 mètres. Ouais. Et justement, ce étape par étape, step by step, tu le fais tout seul? Tu te fais accompagner? À cette époque-là, je le fais tout seul. Un peu des plans trouvés sur internet, j'invente tout seul des vidéos YouTube. Je fais un peu, je demande des conseils parce qu'on a aussi des bons nageurs dans la boîte, donc je vais faire une séance par-ci par-là avec eux. Au début, c'est un peu la débrouille. Et aujourd'hui, je suis accompagné. Aujourd'hui, j'ai pris un coach. Si tu pouvais revenir en arrière là aujourd'hui, tu ferais la même, ou le meilleur conseil que tu te donnerais, ce serait de prendre un coach tout de suite? Non, je prendrais un coach tout de suite. C'est vraiment l'erreur classique, mais il y a plein de leçons où si on les vit pas, on les comprend pas vraiment. Et notamment, ce qu'on entend tout le temps, c'est en fait la natation, c'est de la technique. Bah ouais, en fait la natation, c'est de la technique. Et aller faire des longueurs tout seul. Ok, j'ai pris en endurance et j'étais capable de nager plus longtemps, mais je nageais pas plus vite. Et donc en fait, ça n'avait aucun intérêt. Et puis en plus, on pourrait même dire que c'était contre-productif parce que je renforçais un mouvement qui était pas le bon, donc niveau mémoire musculaire. Donc c'est une catastrophe. Et même au niveau cognitif, enfin, tu te lances dans des mouvements que tu maîtrises pas, du coup tu prends des mauvaises habitudes, ouais. Et il est d'autant plus difficile de perdre des mauvaises habitudes que d'en gagner de bonnes. Ouais, c'est ça. Donc non, si c'était à refaire, j'aurais pris des cours tout de suite. Enfin, pour s'en rendre compte, il suffit de faire 2 longueurs, une longueur où on nage tranquille, une longueur en sprint. On se rend compte qu'il y a 5 secondes d'écart entre les deux. Et c'est pas possible. Donc ouais, clairement ça c'était l'erreur que j'aurais corrigée. Ouais. Tu commences en même temps la natation et le vélo, ou tu fais d'abord un peu de natation et puis après tu commences à faire sérieusement du vélo? Je fais les deux en même temps, mais avec des volumes raisonnables. Ça veut dire je vais nager une fois dans la semaine et puis je vais faire du vélo une fois dans le week-end, tout en courant encore 2 ou 3 fois par semaine. Donc ça fait encore des semaines raisonnables, mais ouais, je fais les deux. Pourquoi tu t'es infligé ça? Tu t'étais tout de suite fixé un ou des objectifs? Tu avais tout de suite en ligne de mire le Graal du triathlon qu'est l'Ironman? Enfin, pourquoi tu t'es infligé ça au début? Probablement parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup à apprendre. Si je suis complètement honnête avec moi-même, il y a une part de compétitivité qui me plaît. Je pense que je m'épanouis beaucoup là-dedans. J'aime bien faire la course, j'aime bien me bagarrer et être meilleur, surtout que moi-même en fait, et m'améliorer, battre mes chronos, et quand je fais moins bien que la séance d'avant, je suis pas content, et donc il y a un aspect un peu bagarre, surtout avec moi-même, et il y a un aspect ok, je vais aller en dehors de ma zone de confort, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais devenir meilleur, et donc ouais, assez rapidement, de la même manière comme j'ai commencé par le marathon, un peu tout de suite l'objectif c'était l'Ironman. Ça me faisait trop peur à l'époque. Donc je me suis dit je vais commencer par un half, ce qui était plutôt la bonne décision. Mais j'ai commencé par un half, et de nombreux soirs en allant à la piscine ou en mettant mes chaussures, je me demandais mais pourquoi est-ce que je fais tout ça. Je pense qu'on n'a pas tout le temps la réponse. On a peut-être un élan de lucidité quand on passe la ligne d'arrivée, on se dit ok, c'est pour ces moments-là, qu'on le fait. Est-ce qu'à ce moment-là justement tu avais les 2 petits triathlètes diablotins là, avec un qui disait mais pourquoi je suis là, pourquoi je m'inflige ça, et l'autre qui te disait parce que tu as comme objectif le Alpha Ironman?
Ah ouais, mais tous les jours, hein. Tous les jours. Et puis le matin, aller nager quand on est fatigué. Et puis le soir, en hiver, aller courir. Il fait froid, il fait nuit. Enfin, ça fait des grosses semaines quand on s'entraîne beaucoup. Je pense que j'apprends ça à personne qui écoute le podcast. Mais ouais, faut vraiment savoir pourquoi on fait ça. Faut avoir quelque chose d'un peu plus grand que juste aimer le sport. Je pense faut soit avoir quelque chose à se prouver, soit Enfin ouais, faut savoir pourquoi on fait ça. À ce moment-là, donc tu t'entraînes seul, tu rejoins tout de suite un club, enfin assez rapidement un club, ou t'attends de passer cette première étape du Alpha Ironman? Alors j'ai jamais rejoint de club. Le premier Alpha Ironman, effectivement, donc je l'entraîne un peu YouTube, un peu je fais mes trucs. Ça se passe difficilement, un peu dans la douleur. Je me rends compte que j'étais pas préparé, enfin pas assez, que j'avais pas fait assez de volume, que j'avais fait plein d'erreurs au niveau nutrition, etc. Et les 15-20 dernières minutes, vraiment de la douleur, vraiment de la souffrance. C'était pas juste dur, c'était vraiment, j'étais à l'agonie. Et encore une fois, pourquoi je fais ça? Et puis je passe la ligne d'arrivée et j'ai qu'une obsession, c'est ok, je vais le refaire. Et cette fois-ci, je vais le dominer. Je vais y aller, je vais maîtriser ma course. C'était même pas tant une histoire de chrono. J'aurais pu faire 5 minutes plus rapide. C'était pas un sujet. C'était je vais y aller, mais cette fois, je serai prêt. Et cette fois, je vais vraiment réussir ma course. Et donc là, j'essaie d'être un peu plus structuré. Je prends pas encore un coach. Attends, juste pour avoir quelques repères temporels, donc quand tu commences tout seul, combien de temps de préparation avant ton premier Alpha? Je fais 4 mois. 4 mois. T'étais parti sur quoi? Aix, j'imagine? Non, j'avais fait Aix, je l'ai fait en deuxième. Et le premier, j'ai fait West Friesland, donc c'est à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ok. Et entre le premier et le deuxième, combien de temps? Quasiment un an, je pense. Puisque les deux sont en début d'année, donc ensuite je continue à faire du sport un peu par plaisir. Je nage beaucoup moins, je fais un peu moins de vélo. Je continue à courir parce que c'est ce qui me plaît le plus. Et j'ai quand même ce truc qui revient de dire ça, quand même j'aurais pu mieux faire, un peu insatisfait. Et puis ouais, là je me lance, du coup je m'inscris à Aix. Je fais tout l'entraînement, pareil, je me refais 4 mois avec ChatGPT. Pareil, je le conseille moyennement. Ça a de la vente, ça a des avantages. C'était mieux que ma première prépa. J'ai fait beaucoup moins d'erreurs, notamment sur le volume, notamment sur la nutrition, l'alimentation avant et pendant la course. Mais j'arrive beaucoup plus préparé. Je fais une bonne course où vraiment je cours jusqu'à la fin. Je me sens en forme, je me sens fort. Je fais un beau chrono et puis là pareil, je suis content de moi, mais on connaît tous la sensation, ça dure pas. Je me dis finalement je fais les choses à moitié, quoi. Je suis pas vraiment allé jusqu'au bout, j'ai pas vraiment fait le full, quoi. Et ça c'est la prochaine musique qui va me trotter un peu en tête. Bon, donc si je calcule bien, là on est il y a 2 ans à peu près, et on est l'année dernière, même je pense que c'était en 2020. Non, c'est ça, on était il y a 2 ans exact. Ouais, 2024. Donc mai 2024 pour Aix. Donc à ce moment-là, effectivement, la petite musique que tu entends, c'est le long, ce serait pas mal, hein, le vrai, le full. Comment tu décides d'y aller? Parce que cette deuxième prépa, tu la structures un peu mieux, mais grâce à ChatGPT. Donc, on n'est pas encore sur du conseil personnalisé humain. Alors, personnalisé peut-être, mais humain en tout cas, non. Donc, avec tous les avantages que ça peut inclure, de pouvoir ajuster son entraînement, de pouvoir faire un débrief avec son entraîneur qui va te dire « Ouais, mais là, tu vois, t'étais bien, mais justement, t'as trop forcé, donc t'aurais dû te retenir un petit peu plus. » Même si ChatGPT le fait un peu, mais je pense peut-être avec moins d'assurance, moins de franchise, parce que c'est pas forcément son domaine d'expertise. ChatGPT se nourrit simplement de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on lui a donné quand il a appris. Donc là, tu décides de franchir le pas, d'aller chercher un coach et de te faire accompagner? Ouais, exactement. Je me suis dit, j'en ai vu les limites et puis surtout, je regarde autour de moi et je transpose parce que il y a évidemment plein de leçons qu'on tire des sports d'endurance et de ce qu'on fait qui s'appliquent au perso ou à la vie pro et inversement. Et
et je vois l'importance que c'est que d'être bien accompagné, et notamment je travaille dans une boîte où on fait de l'investissement et du conseil en investissement. Bon, je me dis c'est ce qu'on vend, enfin je veux dire, le fait d'être bien accompagné et de pas faire les choses tout seul pour pas faire n'importe quoi. Je vois l'impact et l'importance que ça a sur de l'investissement. Je me dis ok, c'est aussi cohérent en sport. Donc je cherche un coach, je regarde un peu autour de moi les gens que je connais avec qui ils s'entraînent, et je finis par envoyer un message à Christophe Lamas. C'est une blague. T'es entraîné par Kiki ? C'est ça. Il est si connu que ça. Bah, écoute, je ne savais même pas que c'était lui qui t'accompagnait, mais moi ça fait 1 an qu'il m'accompagne, 1 an et demi. Mais c'est excellent, excellent. Et avec qui ça se passe super, mais pareil au début il y a une vraie relation de confiance qui doit s'installer, comme avec n'importe quel accompagnement. Dans le pro, il y a des enjeux financiers, là il y a des enjeux de personnel, humain, de bonne santé, puis ça coûte quand même un peu d'argent, donc on a envie de faire de la performance et de progresser. Et au début, quand je m'entraîne avec lui, je perds complètement mes repères. Avant, je m'entraînais à la distance et aux allures. Là, je m'entraîne aux durées et au rythme cardiaque. Donc, en fait, je fais des séances, je sors de là, je sais même pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'y retourne toutes les semaines, je sors les mêmes chiffres. Je me dis mais qu'est-ce que je fais je suis en train de dépenser de l'argent, d'y mettre du temps. Enfin, j'en sors rien. Mais qu'est-ce que je fais ? Et je choisis de faire confiance et de m'accrocher encore un peu. Et effectivement, au bout d'un mois, 1 mois et demi, je commence à vraiment voir les résultats. Et là, je suis sur une bonne pente. Donc, je me dis que j'ai fait le bon choix, probablement un peu tard, mais j'ai fait le bon choix. C'est marrant ce retour d'expérience, parce que sans vouloir forcément parler pour lui, mais Christophe Lamas m'a accompagné pour aller jusqu'à Le Tilleux, donc les championnats du monde de swimrun, qui se courent en binôme. J'en ai déjà longuement parlé dans ce podcast, et j'ai couru avec Fergus Leleu. Et à la base, j'ai échangé avec Fergus parce que Christophe l'entraînait, et comme je voulais faire un peu plus de contenu sur le swimrun, il nous a mis en relation. Et puis de là, on a enregistré un épisode, on a noué on s'est liés d'amitié, et puis on s'est retrouvé à faire une demande à Le Tilleux pour accepter notre wildcard et qu'on puisse participer à la compétition. Et quand on a eu le retour de Christophe qui nous accompagnait tous les deux, qui nous entraînait tous les deux, à passer la seconde, et il nous a dit maintenant on va s'entraîner spécifiquement pour Le Tilleux. Et au début, Fergus était aussi assez dubitatif, même si ça faisait déjà 1 an qu'il travaillait avec lui. Il me disait je vois pas trop la progression, je vois pas l'évolution, j'ai l'impression d'avoir les mêmes sensations. Et puis très vite, il s'est quand même rendu compte qu'effectivement il évoluait, au point où quand on est arrivé à Le Tilleux, j'étais censé être le plus costaud des deux et que ça aurait dû être moi qui l'aurais tiré, et au final c'est lui qui m'a emmené jusqu'au bout. C'est intéressant, tu vois, cette sensation au début, et comme tu le dis, dans le fait de nouer une relation de confiance avec les personnes qui t'accompagnent. En l'occurrence, là on parle de l'entraîneur. Est-ce qu'une fois que tu as eu ce petit déblocage, que tu as commencé vraiment à faire confiance à Christophe. J'avais pas prévu de faire un épisode pour Christophe, mais une fois que tu as noué cette confiance avec Christophe, et en tout cas avec ses compétences techniques, est-ce que les choses se sont aussi débloquées, toi, dans le cadre de ta préparation ? C'est-à-dire débloquer. Est-ce que tu as pu t'entraîner beaucoup plus sereinement, et puis constater beaucoup plus régulièrement l'évolution dans ton endurance, dans la qualité de ton entraînement, dans tes performances, en tout cas à l'entraînement ? Ouais. En fait, surtout au début, je faisais plein de séances que j'avais pas du tout l'habitude de faire, ou peut-être j'avais l'impression de pas aller assez dur, ou de m'entraîner assez fort, etc. Et notamment, je m'entraîne souvent avec un très bon ami. Donc on travaille dans la même entreprise, mais on a fait nos études ensemble. Donc on se connaît depuis très longtemps, et donc lui aussi prépare à Nice. Là, on s'entraîne tous les deux ensemble. Et puis à midi, sur la pause déj, je dis je vais à la salle, je vais faire un peu de vélo, si tu veux venir. Il me fait ok, tu fais quoi comme séance ? Puis nous, on avait l'habitude juste de s'envoyer des grosses séances où on bourrinait, et je dis je vais faire 45 minutes, zone 1, zone 2. Alors déjà, on s'était jamais entraîné en zone 1, là c'était même une zone 1, zone 2, pas plus de 140 BPM et tout.
dis quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais n'importe quoi. Qui t'a dit de faire ça? Je dis, oh là là, je sais pas, il me met le doute. Puis maintenant, je lui dis, bon, écoute, t'inquiète. Et puis surtout, maintenant qu'il voit les progrès et l'évolution, c'est plutôt lui qui vient me voir en me disant, bon, tu fais quoi aujourd'hui? Je fais comme toi. Donne-lui le contact de Christophe et puis il va l'appeler, puis il va l'entraîner, ce sera mieux. Ouais, c'est ça. Et donc ce troisième, j'allais dire ce troisième opus, mais après Aix, qui était ton deuxième 73, comment tu évolues vers quelle compétition et quel est le résultat, enfin le ressenti pour toi? Après Aix, je me dis, ok, j'ai réussi à contrôler ma course et rester en maîtrise. Parce qu'après la fin de mon premier 73, je me dis, faire le double, impossible. Enfin, je ne conçois pas que humainement ce soit possible de faire le double de distance. Ça m'a déjà tout demandé sur les 4 derniers mois où je me suis tellement entraîné, c'était tellement de travail, tellement de prépa, et la course était tellement dure, et j'arrive tellement lessivé. Je me dis, mais en fait, faire le double, inhumain, impossible. Et là, je change un peu je casse une barrière mentale, je me dis, ok, c'est possible. Je me suis d'ailleurs moins entraîné en termes de volume sur ma deuxième prépa que ma première. J'ai aussi beaucoup mieux mangé, beaucoup plus de calories, j'étais moins fatigué, je fais une meilleure course avec un meilleur chrono, donc je me dis, ok, là j'ai cassé une croyance, il s'est passé quelque chose. En fait, fallait pas faire le double d'horaire, fallait pas que ce soit 2 fois plus dur, fallait être juste plus intelligent. Donc je me dis, ok, donc maintenant il faut que je continue dans cette direction-là, continuer à m'entraîner de manière plus intelligente que ce que je fais. Moi, j'en suis pas capable, donc maintenant, il faut que je me fasse accompagner. Mais allez, ça va être possible. Et donc, je me lance cette prépa-là, et je me dis, allez, j'ai fait ça cette année, allez, l'année prochaine, je peux faire le full, etc. Puis j'ai une petite voix qui me dit quand même, ouais, l'année prochaine, je peux faire le full. Mais cette année, je me dis, je sais pas. Je dis, justement, là, c'est un vrai, là, c'est un vrai challenge. Là, et donc, je m'inscris un peu sur un coup de tête, où je regarde les courses qui sont dispo. Et il restait plus que Thun, donc l'Ironman en Suisse. Donc je me dis, je le fais pas, et je me dis, bon, allez, c'est l'occasion de réapprendre quelque chose, de ressortir de ma zone de confort et de me pousser vraiment. Thun, c'est en juillet, si je ne m'abuse. Cette année, c'est en juillet. Là, c'était fin août, quand je l'ai fait. Donc mi-mai, fin août, il te reste pas beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'enchaîne un peu les deux. Et donc je m'inscris, je le fais, et puis je me lance dans cette nouvelle prépa pour un objectif qui cette fois me fait un peu peur. Et alors comment ça se passe, cette prépa? Bien, je fais pas les erreurs que je fais sur la première prépa. Je fais attention à bien dormir, à bien manger, à bien récupérer. Et puis surtout, je commence à avoir un petit peu plus d'expérience, je commence à mieux me connaître. J'arrive à être plus mature, c'est-à-dire que je m'autorise à rater des séances. Ce qui m'arrivait pas avant, où j'étais là, non, il faut travailler dur, il faut que ce soit dur, et je faisais 9 séances par semaine et je ratais aucune, et même si j'étais fatigué, c'est pas grave, même si ça voulait dire que j'allais dormir moins la nuit d'après, c'est pas grave, j'y allais, et en fait c'est contre-productif, mais je pense qu'au début c'est nécessaire aussi pour développer cette éthique de travail, cette éthique d'entraînement, et ensuite on développe la maturité qui permet de savoir quand est-ce que j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai la flemme, et quand est-ce que j'ai pas envie d'y aller parce que je sens un peu de fatigue, en fait je vais pas faire une bonne séance, ça va retarder ma récupération, et en fait sur la big picture, il vaut mieux ne pas faire cette séance-là que de la faire. Mais c'est un long chemin avant d'arriver là. Maintenant, je pense réussir à un peu avoir ça. J'ai discuté de ça justement avec un autre triathlète qui me disait un peu avoir ces mêmes réflexions de ok, maintenant j'arrive vraiment à sentir de quand est-ce qu'il faut se pousser, quand est-ce que non, en fait j'ai juste la flemme, c'est bon, mets tes chaussures, va courir, et quand en fait, c'est plus sage de se reposer. C'est marrant parce que cette maturité, tu l'as acquise en même pas 3 ans, quoi. Là où il y en a, ça fait 30 ans qu'ils font du triathlon et ils ont toujours pas compris et ils continuent à pousser. Ouais, c'est possible. Je pense que ces gens-là, ensuite, on les retrouve sur les lignes de départ, le regard un peu vide, on sent qu'ils ont pas envie d'être là, et ouais, ils s'écoutent pas, mais c'est pas simple de s'écouter. C'est pas simple parce que ça fait un peu peur aussi de se dire mais tout ça c'est tellement de travail, et du coup si je commence à rater des séances, est-ce que je vais pas régresser? Même qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui honore pas ses engagements? Est-ce que il peut y avoir des réflexions assez profondes aussi sur ce genre de choses. Bon, ça va que Christophe il est assez compréhensif là-dessus. Et justement la relation avec Christophe, elle se passe comment sur ton entraînement, la qualité de ton entraînement, ta récupération, puis le fait que là aujourd'hui j'y suis pas allé parce que je le sentais. Je pense que c'est plus sage de me reposer.
Là-dessus, je trouve qu'il est vraiment hyper compréhensif, il est hyper dans l'écoute et comment est-ce qu'on peut s'adapter, s'organiser. Je sais qu'on a pas mal itéré sur comment est-ce qu'on organise la semaine, quand est-ce que je mets les séances le midi, plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt le week-end, comment est-ce qu'on balance ça aussi avec j'ai un travail à temps plein qui est très prenant, où j'ai aussi envie on est une boîte ambitieuse, on avance vite, on grossit très vite, donc c'est aussi beaucoup, c'est pas juste des heures, c'est aussi beaucoup d'énergie faut être là, faut être concentré, faut que ça délivre, donc faut que j'ai tout ça de disponible en plus de l'entraînement. Je peux pas faire de compromis là-dessus. Ouais, il m'aide beaucoup. C'est une discussion qu'on avait eue très tôt. La première fois que je l'ai appelé, je lui ai dit Christophe, tu vas voir, moi je suis quelqu'un de assez rigoureux. Tu me donnes des séances, je vais aller les faire. Par contre, le sport, c'est pas mon travail. Je fais ça pour le plaisir. Donc, si à un moment, il y a une semaine où je me suis pas entraîné parce que XY, pas falloir m'envoyer des messages. Qu'est-ce que tu fais? Faut aussi comprendre que c'est niveau d'importance 2 dans ma vie. Et là-dessus, il était hyper compréhensif et il m'a dit non, mais moi je suis plutôt effectivement à coacher des gens comme ça, à coacher des entrepreneurs, à coacher des gens qui ont des jobs hyper prenants, qui sont très exigeants, et plutôt à leur dire ok, c'est ok si cette semaine tu laves un peu le pied, parce que je pense que les gens de manière générale qui se lancent dans ce genre d'épreuves sportives, ils ont cette exigence avec eux-mêmes. Ils n'ont pas tellement besoin qu'on leur tape sur les doigts pour aller s'entraîner. Ils ont plutôt besoin qu'on leur dise c'est ok si tu te reposes un peu, ça veut pas dire que t'es un loser. Ouais, et puis d'autant que Christophe est comme beaucoup d'entraîneurs, parce qu'on va pas faire un épisode sur Christophe, on a déjà fait deux. Enfin, l'entraîneur a ce regard aussi sur les stats, notamment nous triathlètes, on est relativement geek et on aime bien porter des objets connectés à longueur de journée. Donc les stats rentrent bien dans nos outils, parfois Nolio, parfois Aidoo, parfois d'autres, et donc l'entraîneur a un regard a une vue en général sur ces stats-là et est à même de dire attends, là tes stats, ta courbe au niveau de fatigue est peut-être un peu élevée, donc soit de son propre chef il réajuste, soit éventuellement ça enclenche une discussion et puis on réajuste un petit peu l'entraînement sans perdre de vue l'objectif à X temps plus loin. Ouais, complètement. Donc là-dessus, je pense que c'est aussi un des avantages de se faire accompagner. C'est clair. C'est pareil dans la gestion d'actifs et dans le conseil financier. Donc là, tu es à Thunes. Comment se passe ce premier opus d'un full Ironman? J'arrive confiant. Je me dis, de toute façon maintenant le travail est fait. Je me suis préparé. Il y a plus qu'à exécuter. Un peu fébrile quand même en me disant ok, ça va être un gros morceau, mais c'est bon. Nager, je sais faire. Le vélo, je sais faire. La course, c'est là où je suis le plus à l'aise. On finit par ça va bien se passer. Et donc je me lance natation et le parcours à Thunes, c'est dans un lac. Ça fait une espèce de L. Donc ça veut dire que ça commence par un 200 mètres, 300 mètres tout droit, un virage à 90, une très longue ligne droite en aller-retour, et puis on revient sur la plage. Donc je me dis allez, c'est maintenant, c'est le moment, je commence à nager, je respire bien, je suis en forme, je me dis ça va être une bonne journée. Puis au bout de 300 mètres, je fais mon virage à droite, et là je vois devant moi les bouées qui s'empilent mais jusqu'à l'horizon. Et c'est là que je comprends l'ampleur de la tâche dans laquelle je me suis lancé. Et je me dis, mais c'est impossible, ça paraît tellement indigeste comme tâche. Et donc à ce moment-là, j'ai deux choix. En fait, je me dis, soit j'abandonne parce que en fait, c'est trop gros et ça sert à rien que je me lance dedans, c'est impossible. Soit je me dis, ça va me prendre 3500 coups de bras. C'est parti, hein. Et puis je commence à compter. 1, 2, 3, 4, je dis l'autiste. Bon, j'aime bien les chiffres, donc ça m'a tenu compagnie. Et c'est un peu cliché, mais c'est le tout le monde a un plan jusqu'à se prendre une droite dans la tête. Moi, je l'avais compris quand j'avais fait un petit peu de boxe aussi. Effectivement, on se dit ok, allez, droite, gauche, esquive. Bon, on commence à mettre la droite, on s'en prend une. Oula. Pas gauche et esquive ratée. Donc
Et puis là, c'est pareil. J'avais un plan. Ok, je vais nager à temps, les 100 mètres. En fait, tu t'accroches, tu fais ce que tu peux. Il y a une vague, tu bois la tasse. Il y a quelqu'un qui passe à côté, il te tape dedans. Enfin, bon, la capacité d'adaptation est aussi importante, quoi. Bon, j'arrive à me sortir de l'eau au bout de 3500 coups de bras, je pense. Et tiens, d'ailleurs, je voulais juste réagir sur ce tips que tu donnes de compter. Je crois que j'en avais déjà parlé, moi, à titre perso, mais c'est surtout sur des trucs assez long, tu vois. Par exemple, cet été, quand on préparait le Tilleux, Christophe, il nous a mis des séances de 5000 non-stop. Donc, tu mets à l'eau, tu mets le pull boy, puis tu fais 5000 non-stop en piscine. Donc, 5000 dans un bassin de 25 ou dans un bassin de 50, ça commence à faire des allers-retours. Ouais. Et en fait, moi, je m'occupe en comptant aussi mon nombre de mouvements. Et même en compétition, je compte, sauf que je reviens à 0 à chaque fois à 100. Et puis, j'essaye de garder l'esprit actif pour pouvoir compter combien de fois j'ai fait 100. Tu vois. Toi, tu fais comment ? Toi, tu comptes de 0 à 3005 ou il y a un moment, tu vas faire des boucles ? Alors là, à ce moment-là, en fait, il y avait des bouées. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait une bouée tous les 100 mètres. Je sais pas si c'est le cas sur toutes les courses, en tout cas là ça l'était. Et du coup je me suis dit super, en fait du coup il y a 38 bouées. Et donc en fait je comptais mes mouvements jusqu'à la prochaine bouée. Et à la prochaine bouée je recommençais à 0 et je refaisais mes trucs. Mais c'est ça, même quand dans la boîte, tu vois, chez Ramify, on a l'ambition de devenir la prochaine institution financière. Ça veut dire devenir la BNP, Amundi, ce genre de choses. Mais en fait, quand on commence, moi je suis arrivé dans la boîte, on était 5 dans un coworking à Levallois-Perret. Enfin, juste, ça n'a aucun sens de viser ce genre de choses. Et donc, en fait, soit on vient tous les matins et on se dit bon, on fait un peu des choses, peut-être on avance, peut-être on sait pas trop. Soit on se dit ok, l'objectif final il est super loin. Ouais, mais il y a plein de petits trucs intermédiaires qu'on peut faire et qu'on peut mesurer. Et donc, là c'est combien de personnes on a dans le CRM. Aujourd'hui on en a 500, demain on en a 505, puis 510, puis 515 et on fait grossir les gens dans le CRM. Puis après on en a des milliers. Maintenant qu'on a des milliers, on va aller essayer de faire ci, puis de faire ça, et puis ça permet de rendre concret le temps qui passe et les efforts accumulés, parce que in fine, si on veut arriver à des milliards ou des centaines de milliards d'actifs sous gestion, c'est rien de plus qu'un euro plus un euro plus un euro. Beaucoup de fois, mais in fine c'est toujours ça. Donc une bouée puis une bouée, faut le compter, faut voir l'évolution. Et remarque, c'est pas, j'allais dire c'est pas mal d'avoir une bouée tous les 100 mètres, ça te permet d'avoir des repères. D'un autre côté, je comprends maintenant quand tu dis que tu prends ton virage et là tu les as tous en enfilade, les 35 bouées, ça doit effectivement faire quelque chose. Ouais, c'est loin. Puis en plus, t'as la perspective, t'es pas au-dessus de l'eau, t'as le corps immergé dans l'eau, donc t'as juste la tête qui dépasse de l'eau, donc en fait tu vois l'horizon. Excellent. C'est un peu impressionnant. Donc je t'ai coupé, mais tu disais, donc t'arrives au bout de cette longue ligne droite dans le lac, de ces 3500 coups de bras, plus ou moins 3512, peut-être un truc comme ça. Et ensuite Et donc ensuite parcours vélo, je me lance. Donc là je m'envoie dans les montagnes. Il y a un peu plus de 2100 mètres de D+ sur le parcours en Suisse. Parcours vélo magnifique. Enfin, franchement, je conseille à tous ceux qui veulent faire un full de le faire là-bas. C'est juste, les paysages sont sublimes. Des fois, vraiment, pas dire que je m'arrêtais, c'était la course, mais je m'arrêtais dans mon esprit et je regardais autour de moi. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Et puis là, encore une fois, un peu coup dur. Le parcours, c'est 2 boucles de 90 km. Donc la difficulté, après avoir fait toute cette natation, de s'envoyer 3 heures de vélo dans les montagnes, de revenir finalement devant la zone de transition, et puis de faire demi-tour pour repartir. On se dit en fait le plus dur c'était même pas de commencer. En fait le plus dur c'est d'être là, c'est de recommencer. C'est de recommencer, de se dire en fait c'était tellement long et je vais devoir me le refaire le même parcours. Ça fait travailler la résilience. Tu m'étonnes. Et donc le vélo se passe bien malgré tout ? Le vélo se passe assez bien. Je le fais de manière assez conservateur. Je voulais vraiment pas dépasser un certain rythme cardiaque, donc je le fais assez en contrôle. J'arrive en transition assez frais. Mais là, c'est pareil. Il y a une espèce de mental où on est assis sur le banc, on commence à mettre les chaussures, on se regarde les uns les autres, et on se dit, il reste un marathon quand même. Ouais, tu pars pas pour 10 bornes là.
Ouais, pas pour 10 bornes, partir pour un marathon. Enfin, et c'est pareil, je vais devoir faire combien de foulées, combien de pas avant d'y arriver. Donc on se dit, de toute façon, il y a plus le choix. Enfin, là, de toute façon, il y a juste à y aller, et mettre un pas devant l'autre. Et donc, on réfléchit même pas à ce dans quoi on se lance. On se dit juste, je passe au pas d'après, puis aller au pas d'après, puis au pas d'après. Je commence assez en forme parce que je pense que j'ai été assez conservateur sur le vélo. J'aurais probablement pu le faire un peu plus vite. Je cours assez vite par rapport à mes objectifs. Je me dis même waouh, je commence à bien courir. J'ai peut-être même rattrapé du temps là sur l'objectif, quoi. Je me dis ça. Je dois passer le semi en 1,45. Donc je me dis c'est pas mal. Ça va faire le marathon 3,30. Je suis bien, etc. Mais pourtant, t'avais déjà couru des marathons. Tu sais que le temps du semi, c'est pas x2 pour en donner le marathon, non? Ouais. Donc, mais je pense que j'avais besoin d'y croire à ce moment-là de la course. Je me dis ça, kilomètre 21. Morale de l'histoire, kilomètre 26. En fait, je marche. Je me rends compte que non, en fait, je vais pas du tout gagner du temps. Je suis cramé. Et puis c'est pareil, 1 km 26, je me dis si je commence à marcher maintenant, je suis foutu. Enfin, il me reste encore tellement à courir. C'est parce que 18, si je calcule correctement, il me reste 14 km encore, donc c'est vraiment pas fini. Et donc je me dis allez, je reprends, et puis je passe devant un gars qui pareil était complètement moi, je le croise en fait parce que c'est des boucles, et je l'entends dire aux gens qui sont venus l'accompagner, je marche 1 kilomètre, je cours 2 kilomètres. Je me suis dit allez, je fais ça parce que si je me mets à marcher, en fait, je vais jamais vouloir reprendre. Et donc je me dis ok, ça va me donner le métronome. Et donc j'ai fait ça jusqu'à la fin de la course, et je me suis un peu traîné jusqu'à la fin. Bon, finalement marathon 4h30. Je me suis un peu raté sur les prédictions au semi. Ouais, écoute, t'étais pas trop mal, il y avait juste 1 heure de marge. Ouais. Mais finalement, c'est la méthode qui m'a tenu jusqu'au bout. C'est de se dire, en fait, encore une fois, il faut s'adapter. J'avais une stratégie, il se trouve qu'elle n'a pas fonctionné, j'avais pas les jambes et l'énergie pour la tenir. J'arrive à un moment où ça fonctionne pas, je me dis que si juste je marche, ça va pas marcher, donc il me faut une nouvelle stratégie, je m'adapte, je remets un truc en place, je le suis, et puis ça a fonctionné. Bon, on va pas faire toutes tes courses après jusqu'à aujourd'hui, parce que sinon, même si c'était 2024. Ça, c'était 2025, ouais. 2025 le full. Bon. Depuis, d'autres compétitions, d'autres courses plus longues, plus courtes. Qu'est-ce qui t'emmène après à te dire, Nice, why not? Donc ensuite, il y a cette opportunité avec le partenariat où, en fait, à ce moment-là où je fais du triathlon, on est déjà en discussion avec les équipes d'Ironman, on en discute en interne, on voit qu'il y a cette opportunité de faire ce sponsoring. Donc on en discute, et puis au moment où la campagne prend vie et que on commence vraiment à construire tout ça, je me dis ça va être vraiment l'occasion d'y prendre part pleinement. Et puis surtout, on en a très peu parlé, mais pour nous il y a un enjeu aussi de crédibilité, c'est-à-dire on sponsorise l'Ironman de Nice, ok, très bien, mais en fait on n'est ni une marque de gel, ni on vend des chaussures ou des vélos, donc on n'est pas une marque du triathlon. On a une légitimité qui reste à prouver. On n'a surtout pas envie que les gens du milieu ou les gens qui vont y être exposés se disent qu'on est opportuniste, ou que c'est juste on met un billet pour afficher notre logo un peu partout. Et donc c'était important pour nous qu'on fasse une campagne marketing qui a un objectif marketing et commercial, mais qui a un vrai sens, et on a construit toute cette campagne là avec ça en tête, c'est-à-dire que on travaille avec des athlètes pros, tu vois, on a Marjolaine qui est une des ambassadrices de la campagne, on travaille on a beaucoup discuté avec Yves Cordier, qui est le directeur de la course. Il y a plein de clins d'œil et de références, notamment la voix off de la vidéo de lancement de la campagne, c'est Jay Style. Donc c'est Jérôme, c'est le speaker officiel, pour ceux qui connaissent pas, qui dit You are an Ironman quand on passe la ligne des courses d'arrivée en France et quelquefois ailleurs en Europe. Donc voilà, on a vraiment essayé de respecter le milieu et l'écosystème, de s'entourer de gens du milieu et de l'écosystème, pour dire voilà, on y croit vraiment, c'est pas juste on vient s'approprier votre sport. Moi j'en fais, parmi les 5 ambassadeurs de la campagne, on a un client, donc quelqu'un qui est investisseur chez nous, qui fait aussi du triathlon, et qui a déjà fait le half Bader à Nice.
Donc c'était de dire, voilà, on a les speakers, on a les pros, on a des gens qui en font, chez les clients, dans la boîte. Voilà, c'est authentique, c'est honnête. On partage des vraies valeurs communes d'exigence, de performance, de confiance. Voilà, il y a des sujets qui sont vraiment une vision long terme, qui sont vraiment communes à ces deux univers. C'est pour ça qu'on y croit, c'est pour ça qu'on a envie de raconter quelque chose autour de ces deux univers-là, et en le faisant de manière très respectueuse des gens du milieu, quoi. Bah écoute, tu m'as même pas encore laissé te poser la question du pourquoi le partenariat. Bon, on en reparlera un petit peu, mais du coup, je comprends aussi que toi, ça t'est encore plus motivé, attiré à aller atteindre ce prochain objectif. Juste pour rester encore un petit peu sur toi, avant de passer justement sur le partenariat entre Ramify et Ironman France, aujourd'hui, ça représente quoi pour toi l'entraînement au quotidien? Enfin, tu es sur quel volume d'entraînement, combien de sorties plus ou moins dans la semaine, combien d'heures plus ou moins, toi qui es un homme de chiffres, ça fait quoi? Ouais. Alors ça c'est marrant, souvent quand les gens posent ces questions dans les podcasts ou dans les interviews, etc., je me dis c'est vraiment le moment intéressant, c'est le moment où on va avoir des infos très pratiques, très exactes, et c'est tout le temps le moment où l'invité répond ça c'est la partie pas intéressante, et puis il répond un truc un peu à côté. Donc j'espère qu'il y a des personnes comme moi qui écoutent le podcast, et donc je te remercie de poser la question. On va pas faire 1 heure là-dessus, mais donc de manière très pratique, je fais entre 10 et 13 heures par semaine. C'est 2 natations, 3 vélos, 3 courses. Et comment j'organise ça? Je fais 3 séances le midi de 45 minutes, parce que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le midi sur le temps de la pause déj. Donc en général, je fais 2 vélos, 1 course de 45 minutes. Je fais 2 sorties le soir en semaine, 2 natations, et le samedi matin la grosse sortie longue vélo. En fait, c'est un truc qui me va bien, parce que ça veut dire que je fais jamais de sport le matin, donc j'ai jamais besoin de me lever, et je peux avoir 8 heures de sommeil assez facilement toutes les nuits. Ça me laisse, comme je fais 4 séances le soir en semaine, ça me laisse un soir de la semaine où je suis tranquille, je peux profiter, voir ma copine ou sortir. Et le week-end, c'est pas à enchaîner les siestes et les sorties longues. Le samedi à 13h ou 14h, l'entraînement de la semaine il est fini, et j'ai tout le week-end de libre pour me reposer ou faire autre chose. Donc c'est un rythme qui pour moi est assez optimal. Je note que le dimanche tu t'entraînes pas, parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent, et d'ailleurs que j'ai abordé dans l'un des derniers enregistrements du podcast. C'est la personne qui prend son jour off sportif, le jour où d'un point de vue pro, il en remet une couche. En fait, alors, on fait chacun comme on peut, notamment quand on a un job, quand on a des enfants, etc. Mais c'est un peu difficile, je pense, de récupérer convenablement quand on l'autre balance une activité ou une charge sur une partie d'une activité vers une autre. En gros, se reposer le dimanche, sauf dans les pays où le dimanche est un jour travaillé, ou dans les activités où le dimanche est un jour travaillé, mais se reposer dimanche peut être une bonne solution, une bonne alternative, parce que c'est vraiment le jour où on récupère. Quand on est parent, c'est le jour où on passe du temps avec les enfants, et quand on est entrepreneur, quand on a plein de boulot et que il y a un moment il faut couper quand même dans la semaine, c'est bien de couper le même jour le sport et le boulot, de manière à ce que le corps et l'esprit récupèrent. Donc je note que au moins dans mes invités, il y en a un qui respecte cette bonne vieille règle. Écoute, dernière question sur toi. C'est quoi ton objectif pour l'Ironman de Nice cette année? L'objectif, on l'a annoncé, il est public, parce qu'on a fait tout un système autour du fait que les gens peuvent s'inscrire et dire si chacun des participants va réussir ou non son objectif. Et en fonction de ça, donc ils s'inscrivent, et ça participe à faire monter une cagnotte pour qu'on verse à des associations ensuite. Moi, l'objectif que j'ai annoncé, c'est moins de 11 heures. Ouais, donc à Nice, ce qui est un chrono quand même respectable, parce que y a pas mal de dénivelé sur le vélo, mais en même temps je me dis que je suis bien accompagné, donc ça devrait fonctionner. Mais oui, il y a pas de raison. Écoute, merci pour cette petite introduction d'1 heure sur toi. On en a déjà parlé. Effectivement, cette année, l'Ironman de Nice a comme partenaire Ramify. Alors c'est pas que cette année, si je ne m'abuse, c'est un partenariat de 3 ans. Exactement. Donc maintenant, l'Ironman France s'appelle le Ramify Ironman de Nice. Qu'est-ce qui a motivé ce partenariat? Comme je disais, la similarité entre déjà
des personnes qui évoluent dans ce milieu-là. Faut quand même voir que il y a beaucoup de personnes qui sont dans nos clients qui s'intéressent ou voire font du triathlon ou de l'Ironman. De manière générale, dans les sports d'endurance, c'est des gens, pour le dire aussi assez vulgairement, qui gagnent suffisamment bien leur vie parce que les dossards ça coûte cher, le vélo ça coûte cher, donc il faut aussi pouvoir le faire. Le coach ça coûte cher. Et donc les coachs ça coûte cher, donc il faut pouvoir financer tout ça. Donc ça matchait bien, mais ça pouvait matcher bien aussi comme le golf ou la voile ou des trucs un peu plus clichés. Mais ensuite cette proximité en termes de valeurs communes, de ce que je disais sur la résilience, le long terme, la performance qui fonctionne bien. Et donc on s'est dit que ça pouvait avoir un vrai impact et on pouvait vraiment avoir quelque chose à raconter. Voilà, souvent c'est le discours marketing un peu lissé de dire oui en fait on partage des valeurs, on a des trucs à raconter. Il y a un enjeu très terre à terre de nous on est en entreprise, on veut faire du chiffre d'affaires, on veut s'étendre, donc on veut parler à des gens qui sont notre cible. L'idée c'est si je veux juste faire ça, je fais de la pub Facebook, je peux targeter de manière hyper précise des gens qui sont pertinents pour nous. En réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. On s'est dit que ça avait beaucoup plus de sens de le faire comme ça. Tu me disais que toi, quand tu as commencé à t'intéresser au projet Ironman, il y avait déjà des discussions entre Ramify et l'Ironman de Nice. Au-delà de ce qui a motivé, pour les raisons que tu viens de donner, ce partenariat, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, quelqu'un chez Ramify s'est dit l'Ironman de Nice, pourquoi pas ? C'était des longues discussions. Les longues discussions, c'était... il y a eu tout un aspect considération. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Pourquoi est-ce qu'on prend ce risque-là aussi ? Parce que c'est du budget à engager. Et puis... tu vois, comme je disais, nous on n'est pas ce que Ironman appelle une marque endémique. On fait pas partie de l'univers, comme je disais, on vend pas de la nutrition ou des vélos. Donc à quel point ça va être bien reçu, pas bien reçu, parce que il y a quand même peu d'exemples d'acteurs qui sont similaires concurrents ou simili-concurrents qui ont déjà fait ces choses dans le passé. En réalité, on a regardé, il y en a pas. Et donc on se dit en fait on va être quand même précurseur là-dessus. Est-ce que c'est toujours ok, on va être les premiers, mais est-ce que il y a plein de choses qui n'existent pas, c'est pas pour autant que c'est une bonne idée de les faire. Donc il y avait un vrai temps de réflexion là-dessus, parce que c'est d'un point de vue stratégique, c'est une prise de risque. Et ensuite il y a eu des longues discussions sur beaucoup plus pratiques sur le pricing, les contreparties et comment est-ce qu'on s'organise pour que ça crée de la valeur pour tout le monde. Mais au-delà de ça, justement, la première étincelle, est-ce que il y a un des patrons de chez Ramify qui fait du triathlon qui s'est dit tiens pourquoi pas aller chercher un partenariat ici ? Est-ce que c'est l'Ironman de Nice qui est venu vers vous ? Est-ce que d'où est venue l'idée, d'où est arrivée l'étincelle, si tu le sais, hein. À ce moment-là, à ce moment-là, les deux font pas de triathlon. Olivier, donc les deux cofondateurs sont Olivier et Samy, mais les deux sont très sportifs. Olivier, il a fait du judo toute sa vie, il a fait les championnats de France en équipe, il a déjà fait, il était dans le même club que Teddy Riner, donc il a fait les championnats de France avec Teddy Riner, donc il a un gros niveau en judo, donc lui le sport et surtout l'excellence et le haut niveau, ça lui parle. Samy, pareil, très sportif. Donc de base, c'est quand même un sujet qui leur parle. Et la personne qui l'a, je pense, le plus poussé, en tout cas, c'était quand même probablement moi, puisque c'est moi qui faisais déjà du triathlon, qui connaissais la marque Ironman, le circuit, les athlètes, et qui me suis dit, ok, ça peut être vraiment pertinent d'en faire quelque chose. Donc je suis allé les voir. Je travaillais sur le projet avec une fille qui s'appelle Julie, qui travaille aussi au marketing. Et puis on est allé voir en leur disant, on y croit. On y croit, on peut faire quelque chose. Et assez vite, ils étaient convaincus. Ils se sont dit, ok, mais alors on fait un gros truc. C'est-à-dire, c'est pas juste, on met un billet, on a notre logo et on fait de la pub. C'est-à-dire, il y a un niveau d'exigence dans tout ce qu'on fait. Il y a un niveau d'exigence dans l'investissement, les stratégies qu'on construit, ce qu'on propose à nos clients.
Nous, toutes les personnes qui sont dans l'équipe de recherche, elles ont fait centrale, elles ont bossé en hedge fund. Tous les conseillers, ils viennent de banques privées, ils ont une vraie formation. La partie tech, c'est pareil. Donc tout ce qu'on fait, on veut le faire bien, on veut le faire à très haut niveau. Là, si on fait une campagne et qu'en plus on prend des risques, on sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, il faut qu'on le fasse, vraiment bien, il faut qu'on le fasse jusqu'au bout. Et il faut que quand les gens voient ça, ils se disent, ok, c'est une évidence, Ramify, Ironman, ouais, évidemment, c'est trop stylé. Et donc de là, s'en sont suivis de longues semaines de travail pour construire quelque chose qui avait du sens. Excellent. C'est vrai que tu vois, on prend une marque qui pour moi est emblématique, qui aujourd'hui je pense est un petit peu oubliée, mais on prend Timex qui est un fabricant de montres. Ouais. C'était l'un des premiers partenaires historiques de l'Ironman d'Hawaï et effectivement, si vous arrivez à construire quelque chose comme ça, ce serait juste exceptionnel, quoi. Ouais, bah c'est l'ambition sur tout ce qu'on construit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dur, mais finalement c'est très similaire avec l'expérience que j'ai dans le sport. C'est en fait, dès le début, on se met à un niveau d'exigence assez élevé et on essaie de faire quelque chose de très bien. Et on fait ça sur tous les projets en interne. Et moi, dans ma pratique du sport, ça a été ma première course, c'était un marathon. Donc, dès le début, niveau d'exigence. Dès le début, il faut vraiment s'entraîner, sinon ça passe pas. Et puis, dès que ça c'est fait, ok, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? Et dès l'année prochaine, on fait plus gros, on fait plus ambitieux, on fait mieux. Et on s'arrête jamais de voir plus gros. Donc là, on a fait une campagne dont on est très très fiers. Toutes les personnes qui l'ont vu nous ont vraiment fait de super retours. Je dirais que si on prend les termes de la musique, c'est déjà un succès d'estime. Bon, maintenant, il faut qu'on en fasse un succès commercial. Et donc, on voudra faire encore mieux l'année prochaine, puis dans 2 ans. Et effectivement, si on peut avoir une trajectoire comme certains gros accompagnateurs et partenaires d'Ironman, nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Alors, je sais pas si tu peux en parler, mais ça représente un budget important, le naming de Ironman France ? Je peux pas donner les chiffres, mais je peux en parler. Ouais, c'est quand même un peu d'argent. C'est quand même beaucoup moins que si on devait faire des trucs beaucoup plus mainstream. Je pense on a été approché par des compétitions pour le tennis ou pour des clubs de foot ou etc. C'est quand même plus raisonnable pour se dire ok, je peux me lancer. Mais ensuite, c'est aussi de l'argent parce que une fois que le partenariat est signé, il y a toute une campagne à créer autour de ça. Il ne faut pas se contenter d'être présent le jour de la course. Il faut aussi avoir quelque chose à raconter. Et donc ça, c'est du budget pour créer du contenu vidéo, pour sponsoriser des athlètes, pour faire tout un tas de choses. Donc c'est un pari qu'on peut faire parce que on a aussi les moyens financiers de le faire et que on a des gens qui nous soutiennent pour le faire. Mais oui, clairement, c'est un vrai pari pour nous. Ouais. Écoute, on se donne rendez-vous à l'issue de l'Ironman France pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, avec plaisir. On pourra débriefer un petit peu sur les chiffres. Toi qui es un homme de chiffres, en tout cas, si le succès d'Estime s'est effectivement transformé en succès commercial, au-delà de l'événement lui-même, parce que je suis persuadé que déjà pour toi, le vivre en tant que participant, ça va être quelque chose, mais le vivre aussi quelque part de l'intérieur, pour le compte de Ramify, ça va être un week-end exceptionnel pour toi. Ouais, mais c'est pareil, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que depuis que je bosse sur ce projet, tout le monde en interne dans la boîte sait que je fais beaucoup de sport, que ça me plaît. Je suis d'ailleurs pas le seul, on est beaucoup de grands sportifs. Mais dès le début, je me suis dit, ok, si je le fais, je me lance et je le fais vraiment à fond. Parce que c'est hors de question qu'on se dise, ouais, en fait, Nicolas, il a fait ça pour s'amuser et en fait, il a fait ça parce qu'il trouvait ça sympa. Non, j'ai fait ça parce que j'ai une vraie conviction que ça peut vraiment faire une différence pour la boîte et je veux que ce soit indiscutable le fait que c'était une bonne idée et ça s'est concrétisé comme étant un vrai succès. Et donc, c'est pareil, le week-end de la course, si j'arrive et qu'en fait, ça a été une catastrophe, que les fondateurs ils viennent me voir en disant bon Nico, à la fin de la course t'es viré parce que c'était n'importe quoi. Bon, je suis pas sûr de passer un très bon week-end. Donc ça me met encore plus de pression pour bien bosser, faire de tout ça une grande réussite. Et si en revanche, et c'est ce que je pense et c'est ce vers quoi on se dirige, ça devient une belle réussite. Là effectivement, d'avoir passé autant de temps à travailler et sur la course et sur le projet, de le voir aboutir comme ça le week-end de la course et de me lancer dessus, je pense qu'effectivement ça va être beaucoup d'émotions. Écoute, c'est le pire qu'on te souhaite, c'est le pire qu'on vous souhaite, non pas que je te vous vois, mais qu'on souhaite à Ramify et puis à Ironman aussi, parce que là on parle
du côté Ramify, mais je pense que ce serait intéressant aussi peut-être dans un second temps de redonner la parole à Yves Cordier qu'on avait déjà reçu sur le podcast il y a quelques temps pour avoir son avis lui en tant que course Ironman. Est-ce que ce partenariat peut ramener on parle de succès commercial. Qu'est-ce que vous, au-delà de l'image, vous avez à y gagner ? Vous espérez signer de nouveaux clients ? Vous espérez... vous espérez quoi ? C'est quoi pour vous le succès commercial ? Parce que le succès d'estime, ça peut se mesurer à l'émotion que ça génère. Le succès sur une course, ça se mesure à l'atteinte de l'objectif ou pas, et puis voir du chrono exploser. Mais pour Ramify, le succès commercial, ce sera quoi ? L'objectif de cette campagne, c'est une campagne de notoriété. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui nous découvrent. Aujourd'hui, on grossit vite, on grossit très vite. On fait plus que doubler tous les ans. Alors pas en termes de nombre d'employés, mais en termes de volume de business, on fait plus que doubler tous les ans. Et donc pour continuer cette trajectoire, il faut accélérer très très vite. Donc ça veut dire que on a un enjeu d'être découvert par des gens pertinents, nombreux, et que ces gens-là aient une image de nous qui soit la plus proche de ce qu'on est réellement. Et pour ça, il faut réussir à l'articuler. Donc, comment est-ce qu'on mesure le fait que ça a été atteint ? Il y a à la fois deux métriques en réalité qu'on suit. Le nombre d'impressions, combien de personnes nous ont vus et combien de fois. Et ensuite, un nombre d'inscrits. Parce que ce qu'on va suivre, en fait, c'est combien de personnes se sont vraiment inscrits à cette campagne-là. On a une page unique sur ramify.fr/Ironman où les gens peuvent venir, s'inscrire, dire telle personne, j'y crois, elle va faire son chrono ou pas. Et en mettant son email, dans tous les cas, ça fait que ça grossit la base, et donc ça grossit la cagnotte qu'on pourra offrir aux associations. Et alors du coup, à vos clients Ramify qui sont triathlètes ou aux triathlètes qui veulent devenir clients Ramify, vous offrez quoi ? Ouais. C'était pas la question prévue, je te prends au pied levé. Hein. Ouais. Pour les gens qui sont déjà clients, on leur propose de pouvoir gagner des places en VIP pour la course. On a organisé aussi, on a fait un partenariat avec les studios de sport Épisode, qui sont des studios de sport premium à Paris, qui ont plusieurs hubs qui sont très très sympas. On organise des masterclass, notamment avec Christophe Lamas qui va venir en février, avec Marjolaine Pierret qui va venir donner une masterclass en avril. Donc des places pour ces masterclass. Il y a tout un tas de choses qu'on peut leur offrir. Et dans la partie plus boring et moins sport, mais qui est importante aussi, des audits patrimoniaux et des choses qui sont moins sexy sur le papier, mais qui intéressent aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'investissement. Super. Écoute, si tu as un lien, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie en tout cas, Nicolas, d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi pour aborder tous ces sujets-là. Si on veut te suivre, t'encourager, te mettre des pouces, ou même dire si oui ou non tu gagneras, enfin t'atteindras ton objectif, ça on a compris, c'est sur ramify.com/Ironman. Mais toi, personnellement, si on veut te suivre, t'encourager et t'envoyer des pouces, principalement sur LinkedIn, c'est là où je poste le plus pour raconter tout ça et l'avancée de la préparation, et puis pour m'envoyer des messages ou me contacter, je pense que c'est le plus simple. Super. Écoute, merci encore Nicolas, bonne continuation. Merci à toi Armando. Et puis on se reparle très vite. Déjà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec d'autres ambassadeurs Ramify sur cet Ironman France, et puis qui sait, peut-être qu'on se croisera là-bas le jour de l'Ironman. Avec plaisir. T'as prévu d'y être ? On verra. J'ai des attaches dans la région, donc on verra. Ça sera certainement possible. Ok, bon, on se laisse la surprise alors. Merci bien, à plus. Okay. Merci Armando, salut. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!